Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du Lost in Time Challenge. Donc c'est un challenge qui avait lieu sur les mois de juillet et août. Et je vous avais concocté une petite pile à lire à laquelle je me suis pas trop mal suivie. Pas complètement, mais c'est moins pire que d'habitude, j'ai envie de dire. Et donc voilà, je reviens pour vous faire le bilan sur ces lectures estivales. Et je vous les présente non pas chronologiquement, mais par menu. Donc le thème de ce Lost in Time Challenge, c'était Retour en enfance. Et le premier menu, c'est Guerre et Paix. Et la première catégorie, c'était Prince des îles du Sud, qui est bien évidemment une référence à la Reine des Neiges. Et pour cette catégorie, il fallait lire un livre dans lequel il y avait une intrigue de cours. Et j'ai lu L'héritage du rail, qui est le tome 2 de La dernière geste de Morgan of Glencoe. Donc je commence par un livre dont je peux pas vous parler tout de suite parce que forcément il faut d'abord que je vous parle du tome 1 que j'ai lu aussi dans le cadre de ce challenge. Donc je vais commencer par Dans l'ombre de Paris, donc le tome 1 de La dernière geste, que lui j'ai lu donc dans le même menu mais pour la catégorie L'eau claire fuyante furibonde, garde les secrets passés, donc une référence à Rebelle, et il fallait lire un livre où le peuple se révolte. Et donc j'ai adoré ce roman. Il était dans ma pile à lire depuis longtemps, il me faisait très envie parce que j'entendais beaucoup de monde en parler et en parler en vraiment très très positif. Et en plus je suis l'autrice sur sa chaîne Twitch, donc que je vous mettrai en barre d'infos. Et elle a composé la bande son qui va avec le livre, donc elle a écrit les chansons de chaque peuple, de certains personnages aussi de cette histoire. Et donc je connaissais ces chansons qu'elle joue à la harpe et qu'elle chante elle-même. Je les connaissais via les répétitions matinales qu'elle fait sur Twitch. Et ça m'avait donné vraiment une bonne idée de l'ambiance que j'allais retrouver. Et c'est exactement ça. La musique a une place très importante dans ce livre, je trouve, à travers donc le fait qu'il s'en parle, mais aussi à travers le rythme de l'histoire. Il y a quelque chose de très musical dedans. Et du coup, ça emporte. J'ai vraiment dévoré ce tome 1. Donc c'est un roman de fantasy dans lequel on va suivre Yuri, qui est une princesse japonaise. Son père vit à l'ambassade du royaume de France. Et alors qu'elle a, je sais pas, 18-19 ans, quelque chose comme ça, elle le rejoint en France et elle découvre qu'il l'a fiancée au prince héritier de France. Il y a aussi un troisième royaume qui forme la triade des puissances importantes de cet univers. Et à côté de ça, on a Keltia, qui est le royaume qui refuse de faire partie de cette triade et qui reste indépendante, et dans lequel vivent des fées, des créatures différentes des humains. Il y a des feux follets, des selkies, etc. Ces peuples ne sont pas les bienvenus dans les autres royaumes, ils sont très mal vus. Et donc on va suivre Yuri, qui est cette princesse qui a été éduquée à la perfection pour tenir son rôle et servir l'étiquette, etc. Sauf que son père lui avait fait une seule promesse, c'est qu'elle aurait le choix de son mari, qu'il ne lui imposerait pas. Et il brise cette promesse. Et à partir de là, notre petite princesse parfaite va se rebeller. Au fil de ses péripéties, elle va faire la rencontre de ces peuples qu'elle a appris à craindre. Et elle va commencer à voir les choses sous un œil complètement différent. Au passage, elle va aussi découvrir un peu plus sur ses propres origines, puisqu'elle ne connaît pas sa mère, qui est morte quand elle était bébé. Et on va donc croiser beaucoup de personnages différents au fil de cette histoire. Et même s'ils sont nombreux, on a le temps de savoir, d'apprendre à les connaître. On a hâte de les retrouver d'un chapitre à l'autre. Et je me suis vraiment attachée à quasiment tous les personnages. Je les ai trouvés très intéressants, je me suis vraiment attachée. Ils ont chacun une cause différente, une quête différente, et j'ai trouvé ça intéressant de voir comment les choses se recoupent et comment à travers Yuri que l'on suit majoritairement, on va apprendre cet univers et la voir évoluer au sein de ce monde. Je sais pas trop quoi en dire pour ne pas spoiler, parce que personnellement je l'ai lu en ne sachant rien sur cette histoire, à part les musiques, mais qui ne me donnait pas beaucoup de détails, donc les musiques ne spoilent pas au final. Donc vraiment j'y suis allée, c'était une pure découverte et j'ai aimé ça, j'ai aimé que ce soit comme ça, et je vous conseille de le lire aussi de la même manière. Donc je peux pas vous en dire plus, si ce n'est que c'est très addictif, que quand on commence on n'arrive pas à le lâcher, que ce roman provoque beaucoup d'émotions. Je pleure pas si souvent que ça, et pourtant là il y a un moment où je devais m'arrêter de lire parce que je ne pouvais pas voir les pages et les mots à travers mes larmes. Voilà, c'est beaucoup d'émotions, j'avoue, et j'étais contente une fois que j'ai fini le premier de pouvoir enchaîner tout de suite avec le deuxième, parce que la fin donne envie d'enchaîner tout de suite. La suite se passe
tout de suite après. Vraiment c'est une suite directe. Donc j'ai commencé le livre en recommençant à pleurer. Voilà, parce qu'il se passe quelque chose dans ce premier tome qui va avoir des conséquences dans le deuxième et qui va être traité de plusieurs manières différentes selon les personnages et leurs réactions. Et j'ai beaucoup aimé avoir ça. Mais je peux pas vous en dire plus si ce n'est que donc il est un peu plus gros, il se passe encore plus de choses. Les deux ont un rythme que j'ai beaucoup aimé. C'est pas de l'action tout le temps, mais on est tout le temps dans l'apprentissage, dans la découverte, il se passe toujours quelque chose, même si ce sont juste des détails, même si on est juste en train d'apprendre à découvrir des personnages, ce qui fait qu'on est vraiment pris dedans. La catégorie suivante, c'est celle qui sonne quand on est, donc référence au bossu de Notre-Dame, et il fallait lire un livre qui parle de religion, donc j'ai lu ce tout petit livre. Il s'agit de La guerre des trois rois de Jean-Laurent Del Socorro et qui est illustré par Marc Simonetti. Donc il se situe dans le même univers que Du roi je serai l'assassin et Royaume de vent et de colère, qui est sorti avant Du roi je serai l'assassin d'ailleurs, mais que je n'ai pas encore lu, même si je l'ai dans mes piles à lire. Donc ça se situe dans le même univers et on retrouve un personnage présent dans Du roi je serai l'assassin. Il n'y a pas forcément besoin de l'avoir lu pour comprendre, mais c'est vrai que c'est plus intéressant je trouve en l'ayant lu. Je n'y connais rien en histoire, la guerre des trois rois, voilà. Et du coup j'ai tout appris avec ce livre puisqu'on nous explique, on nous donne vraiment le contexte. Et on a des très belles illustrations aussi. On suit dedans la Compagnie du Chariot qui est un groupe de mercenaires qui a été embauché pour avoir un rôle dans la guerre des trois rois. Et donc on suit en fait leur journal. Et donc on se retrouve au cœur des intrigues politiques entre les différents rois. On se retrouve au cœur de cette guerre, mais d'un point de vue d'un groupe qui est là parce qu'on l'a payé pour. Donc il fait ce qu'il a à faire. Ils sont tous très doués dans leur domaine, mais ils ont quand même leur impact. J'ai beaucoup aimé, ça complète très bien je trouve l'univers que l'on a dans Du roi je serai l'assassin. On retrouve des éléments, notamment la magie, et j'ai beaucoup aimé ça. La catégorie suivante c'est Peindre en 1000 couleurs l'air du vent, donc référence à Pocahontas, et il fallait lire un livre qui traite d'écologie et j'ai lu Ambition de Johan Dubo, donc c'est un tome 1 et je l'ai dévoré, j'ai adoré. Donc c'est un livre qui est à la rencontre de la science-fiction et de la fantasy, puisque on est donc dans le futur. Le monde a fini par réagir à la crise écologique en oubliant complètement toute notion de démocratie, etc. Ils ont donné le pouvoir aux plus grosses compagnies qui forment une unité qui décide de tout en fonction de qui a le plus d'argent. Donc le capitalisme à son summum, mais donc le peuple a décidé de donner ce droit à ces compagnies parce qu'ils avaient la solution pour sauver la Terre de l'énorme crise écologique dans laquelle elle était. Donc on a sauvé la planète, on a fait des grosses avancées technologiques, par contre on a un petit peu perdu sa liberté et on a complètement cédé au capitalisme. Et au début de l'histoire, il va y avoir un événement qui s'appelle la résonance et qui va faire apparaître aux yeux des humains les fées, qui jusque-là en fait vivaient sur la même planète mais qui étaient invisibles aux yeux des humains, et là tout d'un coup les fées deviennent visibles, on ne sait pas pourquoi, et il faut trouver une solution pour cohabiter ensemble ou trouver une solution au problème, etc. Et c'est là-dessus qu'on va partir. Cet univers est complexe, on va loin dans les intrigues, on va assez loin dans l'explication du monde et comment il fonctionne pour qu'on ait vraiment quelque chose de très construit, très carré, très précis. On sent que vraiment ça a été travaillé et ça donne surtout envie d'en savoir encore plus, donc ce que je pense qu'on va voir au niveau des tomes suivants. Et en plus il y a vraiment le côté fantasy avec les fées et leurs différents pouvoirs. Il y a des métamorphes, il y a plein d'espèces différentes, plus le côté écologique qui est très présent. Et voilà, dans ce livre il y a énormément de thèmes qui sont abordés et j'ai adoré, je l'ai dévoré et vraiment j'ai hâte de me plonger dans la suite parce que j'ai hâte d'aller encore plus loin. Ensuite dans le menu Par-delà le temps, et la première catégorie c'est Et les souvenirs dansent, qui est une citation de Bambi. Et là il fallait lire un livre avec un souvenir, et moi j'ai choisi de lire Neverwhere de Neil Gaiman parce qu'il y a notion de souvenir et surtout d'être oublié, puisqu'on va suivre Richard qui vit dans le Londres d'en haut et qui, quand il rentre en contact avec des individus du Londres d'en bas, se retrouve à être complètement oublié de toutes les personnes du Londres d'en haut. Sa vie est complètement bouleversée par cette rencontre et en fait lui tout ce qu'il veut c'est pouvoir revenir à sa vie normale, mais pour ça il faut d'abord qu'il soit embarqué dans le Londres d'en bas et qu'il mène une quête. Et j'ai adoré l'univers,
Le Londres d'en bas tel qu'il est décrit, j'avais l'impression qu'il prenait forme autour de moi. Vraiment cet univers, cette atmosphère est très présente. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal à apprécier le livre. Il a fallu que je dépasse bien la moitié pour que ça commence à aller mieux. Parce que je ne supportais pas, mais vraiment je ne supportais pas le personnage principal. Et du coup ça rendait toute son histoire beaucoup plus insipide parce que lui-même est très insipide. Donc j'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage, avec le rythme de l'histoire sur le début. Voilà, ça a été compliqué. Par contre, toute la fin a rattrapé le début. Sauf que bon, une personne normale ne se force pas à aller aussi loin pour commencer à apprécier le livre, donc voilà, c'est un peu mitigé comme avis. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans un vlog, donc je vous mets dans le petit i. Mais voilà, la conclusion c'était vraiment que au final j'ai adoré ma lecture, j'ai beaucoup aimé l'univers. Par contre j'ai trouvé la première moitié très dure à lire. J'avais du mal parce que je ne supportais pas le personnage principal, et moi qui ai plutôt tendance à m'accrocher au personnage plus qu'à l'histoire elle-même, c'était un petit peu compliqué pour moi. Par contre, l'univers de Neil Gaiman est juste fantastique. La catégorie suivante, c'était Un jour mon prince viendra. Je n'ai rien lu dans cette catégorie-là. Je n'ai pas eu le temps de finir le livre que j'avais commencé pour. Donc on passe à la catégorie suivante, qui est Elle tombera dans un profond sommeil qui durera 100 ans. Donc on est sur L'appel au bois dormant. Il fallait lire un livre avec une faille temporelle. Et j'ai lu en audiobook, enfin j'ai écouté du coup en audiobook, Rolling in the Deep de Mira Grant, qui est le tome 0.5 de la saga Rolling in the Deep, je crois. Donc c'est en fait un préquel, un hors-série de cette saga-là, et moi j'ai commencé par celui-ci. On va y suivre une excursion qui est envoyée et financée par une chaîne de télé, qui du coup envoie une équipe de scientifiques, mais aussi une équipe de télévision, pour aller à un endroit précis de l'océan où on dit avoir vu des sirènes, et donc ils veulent voilà, aller sur place, se rendre sur place et prouver l'absence ou l'existence de ces sirènes. Et du coup on va suivre l'histoire de cette expédition et de leur découverte. Et je peux pas en dire plus pour pas spoiler, mais j'ai bien aimé, c'était court, mais très prenant. Donc voilà, ça m'a beaucoup donné envie de lire la saga principale du coup. Et ça se lit très vite. J'ai bien aimé ce point de vue, puisque vraiment on va avoir les coulisses de ce qui se fait en matière de télévision, pour avoir ce genre d'informations, ces scoops, comment le montage et les choses sont fabriquées pour que ça fonctionne pour la télé. Ensuite on a la catégorie Je suis en retard, donc référence à Alice au pays des merveilles, et il fallait lire un livre avec une notion de voyage dans le temps, ou une uchronie. Et moi je suis complètement partie dans le voyage dans le temps, puisque j'ai lu ce livre, donc Doctor Who, The Official Annual 2020. Voilà, ça se présente comme ça, hop, avec des informations sur les épisodes de la saison, et quelques histoires, voilà, qui viennent compléter. Il y a aussi des jeux, je me suis amusée à faire les jeux et les rébus et les devinettes. Et c'est juste du fangirling. Voilà, c'est du fangirling Doctor Who. J'ai adoré, mais je peux pas vous en dire plus, si ce n'est que j'adore avoir toutes ces petites histoires complémentaires qui viennent rajouter à l'univers ultra dense de Doctor Who. On passe au menu suivant qui s'appelle Destin. Et la première catégorie c'est le cycle éternel, donc du Roi Lion. Et il faut lire un livre avec un personnage élu. Et là, j'ai lu Fangirl de Rainbow Rowell. Ça faisait une éternité qu'il était dans ma pile à lire. Ça faisait un sacré bout de temps que j'étais censée le lire. Je me suis enfin lancée. Ce livre est une ode aux personnes qui se plongent à 200% dans les univers des livres qu'ils aiment. Et on va suivre Kat, qui arrive à la fac et qui pour la première fois de sa vie se retrouve toute seule, puisque jusque-là elle a toujours été avec sa jumelle. Mais cette fois sa jumelle décide qu'elle a envie de prendre un petit peu de distance et qu'elle a envie d'être elle-même et pas juste une des deux jumelles. Et donc Kat se retrouve à devoir partager sa chambre avec quelqu'un d'autre et pas avec sa sœur. Kat est quelqu'un de très très anxieux, de très timide, elle n'est pas du tout sociable, elle n'a pas envie de faire des rencontres, donc son arrivée à la fac est un petit peu compliquée. Et la seule chose qu'elle aime faire en fait, c'est écrire sa fanfiction qui a un énorme succès. Donc c'est une fanfiction sur un univers qui met en scène un personnage qui s'appelle Simon et qui est un élu. Elle arrive à la fac et il faut qu'elle trouve sa place. C'est pas évident, mais c'est la fac, elle sera pas complètement toute seule, elle va trouver des gens qui vont l'accompagner et qui vont la forcer un petit peu à sortir de sa coquille et à rendre l'expérience un petit peu plus intéressante
pour elle. Donc voilà, on va suivre ses aventures, sa première année de fac et son amour pour les fanfictions en même temps. J'ai beaucoup aimé, l'écriture est relativement simple, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un temps fou à le lire. Voilà, mon rythme de lecture sur ce roman était très très long, je sais pas pourquoi, mais pourtant ça se lit facilement. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de facilité sur la fin, ça allait très vite pour boucler certaines intrigues, voire oublier de les boucler, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais sinon j'ai bien aimé. J'ai eu un petit peu de mal au début avec le personnage de Kat, et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'est parce que je me reconnaissais un petit peu trop dans sa façon de penser ses angoisses. Et du coup voilà, il y avait un peu trop un côté miroir, surtout que son côté à elle était encore plus exagéré que ma propre anxiété. Donc voilà, je pense qu'une partie de mon cerveau se disait c'est ça que ça pourrait donner si on fait pas attention. Donc c'est pour ça je pense que j'ai eu un petit peu de mal avec Kat au début, mais ça s'est atténué au fur et à mesure qu'elle-même a commencé à gérer un petit peu mieux son quotidien. La catégorie suivante, c'est l'histoire éternelle, donc en rapport avec La Belle et la Bête. Il fallait lire un livre avec une romance. Et j'ai lu The Siren de Kiera Cass, donc ça c'est aussi un autre livre qui est dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps, et que je me suis enfin décidée à lire. C'est une réécriture où c'est de loin inspiré par La Petite Sirène, et j'ai vraiment bien aimé. C'est très axé sur la romance, j'avoue que cette partie-là était pas ce que je préférais. On va suivre une jeune fille qui est devenue sirène alors qu'elle avait 16 ans, elle s'appelle Kalen, je sais pas comment ça se prononce. Et donc elle est sirène, et là en fait on exploite le mythe de la sirène d'une manière un petit peu différente, puisque on devient sirène en étant choisi par l'océan. Et en fait cet océan devient une mère pour ces sirènes, mais aussi leur employeur, puisqu'elles doivent travailler pour elle, et leur geôlier parce qu'elles ne peuvent pas lui échapper. Elles sont obligées de remplir cette mission et de faire ce que l'océan leur demande. Il y a vraiment ce côté où l'océan a plusieurs rôles et donc des relations très différentes avec chacune des jeunes filles. Et donc on va suivre Kaline qui a vraiment un lien fort avec cet océan, mais qui en même temps a une très très grosse culpabilité et beaucoup de mal à gérer ses émotions par rapport aux missions imposées par l'océan. Donc on va suivre cette relation qui est un peu conflictuelle tout en étant presque fusionnelle, et on va le voir donc à travers les yeux de Kalen, mais aussi un petit peu avec les autres sirènes qui ne vivent pas du tout de la même manière. Donc j'ai trouvé ça intéressant, et surtout j'ai trouvé le mythe de la sirène, la manière dont il est présenté ici, très intéressant aussi. Et au final, pour moi, la romance, qui est une romance qui va très vite, mais pour moi elle passait un petit peu au second plan, c'était pas ce qui m'intéressait le plus, mais ça ne m'a pas empêché de bien apprécier ma lecture. La catégorie suivante, c'est faire de vrais hommes de vous, donc Mulan. Il fallait lire un livre avec une femme forte, et j'ai lu Naissance d'une aventurière de Clotilde Vandepla, qui est un carnet de voyage où elle raconte comment elle est partie seule à l'autre bout du monde. Donc elle est partie en Australie en visa vacances-travail, donc en PVT, ou en Working Holiday Visa, selon comment on veut l'appeler. Et à travers ces carnets, en fait, elle nous raconte comment ça s'est passé pour elle. Donc elle est partie d'abord en Australie, puis en Asie quelques mois. Et elle nous raconte ses aventures et mes aventures, et surtout ce qu'elle a ressenti et comment ça s'est passé pour elle au niveau émotionnel, pour passer ce cap de partir, et comment gérer les choses une fois sur place. Donc j'ai beaucoup aimé découvrir ce point de vue, qui finalement est très réaliste parce qu'elle nous donne autant les points positifs que les points négatifs. J'ai trouvé que la transmission des émotions à travers l'écriture était beaucoup mieux faite pour les émotions négatives que pour les émotions positives, puisque moi ce qui est resté après c'était vraiment les trucs un peu négatifs qui l'ont marqué, les difficultés qu'elle a vécues, alors que tout ce qui était positif, on était sur du descriptif mais pas sur de la transmission d'émotions. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Il n'y a pas non plus tellement de description des endroits qu'elle voit et des choses qu'elle découvre. Elle les décrit un petit peu, mais ça reste pas. Voilà, c'est pas ça qui est resté pour moi à la suite de ma lecture, mais j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai appris plein de choses sur le PVT et 2-3 bricoles à retenir sur l'Australie ou les voyages en Asie. Le dernier menu, c'est A Day at the Abbey, donc ce menu est en rapport avec Downton Abbey, c'est le menu qui ne change jamais. La première catégorie, c'est Georges, il fallait lire un livre avec un héritier. Et j'ai donc lu Shades of Shadows, donc le tome 2 de Shades of Magic de V.E. Schwab. J'ai lu le premier tome il y a une éternité. Honnêtement, en me lançant, je pensais que j'aurais du mal à me rappeler parce que vraiment le premier datait d'il y a un sacré bout de temps. Mais en fait, c'est plutôt bien revenu. Et j'ai bien apprécié ma lecture. Je trouve toujours autant l'écriture de V.E. Schwab
intéressante, addictive, c'est prenant et j'étais vraiment prise dans l'histoire. Même si j'ai trouvé le rythme un petit peu bizarre, on met très très longtemps avant d'arriver sur le cœur des événements. Et en même temps, j'ai été un peu déçue par le personnage de Lila, je l'avais adorée dans le premier tome. Et dans ce deuxième, je sais pas, elle fait des choix qui sont pas logiques, elle fait des choses, elle va toujours trop loin en fait dans ce qu'elle fait, bon, ce qui est en rapport avec sa personnalité, mais au final les choses se passent toujours un peu trop facilement, voire beaucoup trop facilement pour elle. Notamment un point qui est clé dans ce tome, dont je ne peux pas parler parce que sinon je spoil ceux qui n'ont pas lu le premier tome, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément très équilibrées au niveau du rythme et au niveau des facilités avec lesquelles Lila résout tous ses problèmes. Genre, tout est beaucoup trop facile pour elle, j'ai trouvé ça un peu dommage. Et par contre, la fin fait que j'ai très très envie d'enchaîner sur le tome 3. Donc j'ai bien aimé cette lecture, même si elle a des défauts. Je lirai le tome 3 en espérant qu'il soit plus à la hauteur du tome 1 que du tome 2. La catégorie suivante c'est Sibi, et il faut lire un livre avec un personnage qui a un surnom. Et j'ai lu pour cette catégorie Devine de quand je t'appelle de Nadia Coste et Pauline Coste, que j'ai mis ici parce que la notion de surnom est importante, notamment, alors en fait on va suivre Jules qui a 15 ans, qui est en conflit avec ses parents qui ne comprennent pas ses envies de voyage et ses envies d'avenir, et qui a un meilleur ami qui est un petit génie et qui va pirater l'appli de téléportation qu'ils ont tous, puisqu'on est dans le futur et qu'on ne se déplace plus en transport, on a une appli de téléportation directement sur son téléphone, et en fait il va la pirater pour le faire voyager dans le passé. Et donc Jules va se retrouver à la préhistoire pour aider sa sœur qui est archéologue et qui fait une thèse sur cette période-là. Il va donc se retrouver projeté à la préhistoire et coincé là-bas parce qu'il y a un petit souci avec son appareil et avec son application, et du coup il ne peut pas rentrer. Et donc voilà, on va découvrir la préhistoire telle qu'elle était vraiment à travers ses yeux. Et notamment, il y a une place importante pour la notion de surnom. Mais je vous laisse découvrir ça en le lisant. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, qui permet de voir la préhistoire différemment, puisqu'on sort des clichés que l'on peut avoir à travers les films ou les séries que l'on connaît. On va un peu plus loin dans la compréhension de ce que c'était vraiment la préhistoire. Et enfin, ma dernière lecture pour ce challenge et pour cet été, c'était pour la catégorie Marigold et il fallait lire un livre avec un secret. Et là pour le coup j'ai lu un livre en bêta lecture, donc avant sa sortie en exclu. J'ai lu le tome 2 du Tribut des Dieux, donc qui s'appelle Taïra. Il sort en novembre, il sort le 16 novembre, mais moi j'ai pu le lire avant et j'ai beaucoup aimé. Donc là je vous mets la couverture du tome 1 parce que forcément j'ai pas la couverture du tome 2. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, c'est dans le même ton que le tome 1. Et je ne vous en dis pas plus parce que il n'est pas encore sorti, donc motus. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai hâte qu'il sorte et que vous puissiez le découvrir aussi. Et j'ai oublié de dire que l'autrice c'est Bleu Nguyen. Et d'ailleurs dans ce cadre vous pourrez retrouver très bientôt sur ma chaîne une interview que j'ai faite avec l'autrice, donc avec Bleu Nguyen. Et ceci met fin à ce bilan du Lost in Time Challenge. Voilà toutes les lectures que j'ai faites cet été. Donc au final il n'y a qu'une seule catégorie que je n'ai pas lu, j'ai rempli toutes les autres, donc je suis plutôt contente. Et pour la plupart c'est des livres que j'avais mis dans ma pile à lire, donc je suis plutôt satisfaite. Et en plus j'ai pu sortir des reliques de ma palle, donc ça fait plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. Si vous avez participé au Lost in Time Challenge, dites-moi tout ça en commentaire aussi. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.